Bonjour. Euh, Comment vous dire? Vous êtes 1000, c'est incroyable. Vous êtes nombreux. Comme ils l'ont si bien présenté, je suis David Maenda Kitoko. Et au début, je commence par dire je ne suis pas japonais parce que certains confondent mon nom avec des consonances japonaises. Euh, en, En 1892, un géologue qui s'appelle Jules Cornet arrive au Congo, ce vaste territoire de plus de 100 millions d'habitants. Bon, à l'époque, ce n'était pas 100 millions, mais enfin, qui fait quand même 4 fois la France. Et la phrase qu'il a eue va déterminer la suite de l'histoire de ce pays. Il a décrété que c'était un scandale géologique. La première chose qu'ils ont vu chez nous, c'était d'abord les minerais. C'est pas la culture, c'est pas notre capacité à créer des belles mélodies, parce qu'au Congo on fait beaucoup de musique. C'est pas non plus les bâtons du Shango, enfin vous irez voir, c'est extraordinaire, c'est des gens qui essaient de faire des maths à l'époque. Et non, c'est pas tout ça, c'est les minerais, c'était ce qui était dans notre sous-sol. Et cette vision va guider malheureusement la manière de voir le Congo et par conséquent la non-considération des habitants ou du vivant en général au Congo. Ce qui va intéresser la plupart, ça va être juste ce qui se trouve dans notre sous-sol. Mais avant ça, je vais quand même vous montrer un peu la beauté de ces pays au-delà de ce que je vous ai dit. Donc on est quand même aujourd'hui 100 millions d'habitants. On a une forêt qui est le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie, avec des espèces de plantes et d'animaux, certains qui sont endémiques. Donc c'est quand même un territoire où aujourd'hui, qui nécessite un autre regard aujourd'hui avec les défis des problématiques environnementales que nous faisons face tous ensemble. Je vais vous parler un peu de l'histoire de ce pays rapidement. Donc, 1885, vous vous rappelez tous de vos cours d'histoire, 1885, c'est le moment où les grands empires européens décident de se partager l'Afrique. Mais en réalité, ce qui a amené à cette conférence de Berlin, c'était d'abord de régler la question du Congo. Parce que le Congo se trouve au centre et il y avait des problèmes entre les Anglais qui étaient vers l'Est, les Français qui étaient de l'autre côté, les Allemands aussi. Et il fallait pouvoir créer un espace pour pacifier, pour éviter des conflits. Et donc, le Congo se trouvait au milieu. Et puis, quand ils se sont retrouvés, ils ont décidé finalement de se partager toute l'Afrique. Voilà, c'est allé aussi vite que ça. Et à ce moment-là, on a décidé que le Congo allait, comment le dire, allait devenir une espèce de jardin personnel du roi des Belges à l'époque, Léopold II. Il se trouve qu'à l'époque, l'industrie en vogue, c'était l'industrie du caoutchouc, et notamment aussi sur la question de la pneumatique, l'automobile. Et pour gérer ces territoires, on exigeait des Congolais de payer des taxes. Alors, on n'avait pas la même monnaie que les Belges. Et donc, la seule façon de payer les taxes pour des Congolais, c'était par la force de leur travail. Ils devaient travailler, couper les caoutchoucs et donner ça comme des impôts, des taxes, etc. Ce qui était faible,
ceux qui étaient malades, j'en sais rien, enfin, ceux qui ne pouvaient pas produire du caoutchouc, couper le caoutchouc, étaient inutiles. Alors ils étaient tués. Mais avant de les tuer, il fallait instaurer la peur et surtout donner un exemple. Donc on coupait la main. On coupait la main aux gens qui étaient faibles, qui ne pouvaient pas cultiver du caoutchouc, qui n'acceptaient pas cela. Ceci va faire, on estime à peu près 10 millions de personnes qui vont mourir à cause de ce genre de traitement. À l'époque, au Congo, on comptait à peu près 20 millions d'habitants. Donc c'est moins 50% de la population. Un génocide avait été fait au nom de l'extractivisme à l'époque des caoutchoucs. En avançant, on arrive dans les années 60. Je vais aller vite parce que je n'ai que 40 minutes. Dans les années 60, évidemment, les Congolais vont se battre. Ils ne vont pas accepter comme ça, ils vont continuer à se battre jusque dans les années 60. Dans l'année 1960, on va obtenir l'indépendance. On va se battre jusqu'à obtenir l'indépendance. Mais entre-temps, avant l'indépendance, cette histoire de mains coupées, etc., va monter jusqu'en Europe. Alors, Léopold II va décider de léguer son jardin personnel à toute la Belgique. Donc c'est ainsi que le Congo deviendra une colonie ou alors enfin, un territoire qui pouvait appartenir à tout Belge. Voilà, tout citoyen belge avait le droit sur le Congo, si je peux le dire comme ça. Et ça, c'est en 1908 et qu'il décide de léguer ces territoires. Mais ce que je vous ai dit, c'est l'histoire des mains coupées est montée en Europe, mais en réalité, il y a beaucoup d'historiens qui disent que c'est parce que pour lui, ça n'était plus rentable. Et cette question de rentabilité va être aussi importante dans la poursuite de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Et donc, il les lègue aux Belges, et pas de bol pour lui. En fait, on commence à découvrir de plus en plus de minerais au Congo, et notamment l'uranium, qui sera utilisé dans la Deuxième Guerre mondiale à Nagasaki et Hiroshima. Voilà. Et qui va être massivement exploité au Congo. Ouais, voilà. Je reviens dans les années 60, donc. Dans les années 60, 1960, indépendance du Congo grâce à Patrice Lumumba, qui ne pourra même pas diriger un an, parce qu'on va lui créer une guerre de sécession. La plus riche des provinces du Congo va faire sécession grâce au soutien des Belges, des Américains, et dans une moindre mesure des Français aussi. Et lui, il sera capturé, il sera tué. Je suis désolé, je vais vous décrire sa mort. Il va être coupé en morceaux, jeté en acide, pour que nous n'ayons pas un endroit pour commémorer sa mémoire. Et je crois que c'est en 2022 ou en 2021 que la Belgique a bien voulu nous rendre une dent. C'est tout ce qui reste de cet homme. Une dent de Patrice Lumumba pour qu'enfin sa famille puisse faire un deuil. J'avance rapidement. En 1965, Mobutu va prendre le pouvoir. En réalité, Mobutu avait collaboré pour faire tuer Patrice Lumumba. Et puis, entre-temps, en fait, il dirigeait le pays sans être président. En 1965, il décide finalement de faire un vrai coup d'État et devient président. Il va gérer le pays pendant 32 ans, avec les soutiens de ses parrains européens et américains. Donc de 1965 à 1997. Simplement, entre-temps, il se passe quelque chose dont j'estime que quand on est en France, on doit connaître, c'est les génocides au Rwanda. Parce que là aussi, malheureusement, la France a joué un rôle.
en 1994, il se passe la guerre au Rwanda, les génocidaires commencent à perdre la guerre, la France va créer un couloir humanitaire dans lequel on va laisser passer aussi des génocidaires et des hommes en armes, etc., mélangés avec la population civile, qui vont fuir jusqu'à l'est du Congo. Ils vont arriver à l'est du Congo et vont commencer à s'entraîner dans des camps de réfugiés pour venir prendre leur revanche sur les personnes qui ont arrêté les génocides au Rwanda. Ceux qui viennent de prendre le pouvoir au Rwanda ne vont pas voir ça de bon oeil, évidemment, et vont décider d'éliminer la menace à partir du Congo. Sauf qu'envahir un pays est illégal. Alors, ils vont masquer la rébellion en mettant Kabila, le premier là, Laurent Désiré Kabila, parce que c'est un ancien rebelle qui combattait le pouvoir de Mobutu. Et donc, à ce moment-là, lui n'avait plus de moyens pour combattre. Et donc, tout d'un coup, il va avoir le soutien du Rwanda. Le Rwanda vient d'avoir une expérience de feu. Ils ont des armes, ils ont des militaires. Et ils sont soutenus par d'autres pays à côté, notamment l'Ouganda. Donc, il a au moins 2 pays qui le soutiennent pour combattre le pouvoir vieillissant de Mobutu, qui fait 32 ans au pouvoir. Et donc, ils vont arriver à faire un coup d'État et prendre le pouvoir à 97. Puis, dès 97, lui, il sera tué en 2001, et c'est son fils qu'on va placer au pouvoir. Et oui, son fils n'était pas président du Sénat, il était un général parmi d'autres généraux, et c'est lui qu'on nous a mis au pouvoir comme ça. Ça aussi, ça a une importance, je l'expliquerai un peu plus tard. Et aujourd'hui, à partir de 2018, on a un autre président, Tshisekedi, qui est le fils du ministre de la Justice qui avait signé l'accord pour arrêter Lumumba. Alors, revenons quand même sur l'année 1997. En 1997, c'est le boom de l'économie électronique. Mais avant ça, faisons un petit résumé. C'est ce que je viens de vous décrire entre 96 et 97, c'est ce qu'on appelle la première guerre congolaise, ou si vous voulez, la première guerre mondiale africaine, parce qu'après tout, il n'y a pas qu'aux Européens, enfin, il n'y a pas qu'à vous qui pouvez avoir leur guerre mondiale. Et donc, si on résume, premier élément déclencheur, c'est le génocide au Rwanda. Parce qu'on a des gens qui vont être dans ce pays-là, qui vont déclencher ce que je vous dis, des attaques vis-à-vis du Rwanda, et le Rwanda va décider d'éliminer les menaces. Deuxième élément, c'est 32 ans de dictature au Congo, soutenus par les États-Unis d'Amérique, la Belgique et la France. Et enfin, l'envie d'un réel changement de la population. Parce qu'effectivement, quand la population n'en pouvait plus, et donc ils ont été soutenus quand ces rebelles ont attaqué le pays, quoi. Tout de suite après, 97, on commence la deuxième guerre du Congo, la deuxième guerre mondiale. Parce que les anciens alliés donc, qui viennent de prendre le pouvoir au Congo se rendent compte qu'ils sont assis sur une manne extraordinaire des ressources. Et il se trouve qu'il y a une demande, un boom de l'économie électronique, donc une demande qui explose au niveau des mines au Congo, et notamment du coltan, qui est nécessaire dans les produits électroniques que nous utilisons tous, comme les téléphones portables, les ordinateurs, et j'en passe, sans doute que vous connaissez mieux plus ces genres d'objets que moi-même. Et donc, la deuxième guerre mondiale africaine, la deuxième guerre du Congo, elle est directement liée à l'économie électronique. Cette guerre, elle va faire plus de 5 millions de morts
Si on prend la première guerre et la deuxième guerre, c'est à peu près, c'est pas à peu près, la fourchette la plus basse des estimations, elle est de 6 millions de morts. C'est la guerre la plus meurtrière après la Deuxième Guerre mondiale européenne. Elle se passe entre 1997 et 2014, parce que les chiffres, ces chiffres-là datent de 2014, ils ne comptabilisent plus aujourd'hui comme ça. Mais la guerre continue à l'est du Congo, d'où je suis originaire. Et si vous voyez bien cette carte, oui, il faut que je parle dans le micro. Si vous voyez bien cette carte, vous voyez que les minerais ne sont pas répartis sur tous les territoires. Ils sont répartis sur la partie principalement est du Congo. Et c'est là où se passe la guerre aujourd'hui au Congo. Donc cette guerre, elle est directement liée à l'accès aux ressources des minerais. Les conséquences de cette guerre, je le répète, 6 millions de morts, 4 millions d'exilés dont je suis la preuve vivante aujourd'hui, et plus de 10 000 femmes violées par semaine. Je suis désolé, je vais devoir aussi décrire le viol, parce que tous autant que nous sommes ici, on peut imaginer comment le viol est. Et c'est déjà ignoble, inqualifiable, si je n'ai pas de termes. Eh bien, au Congo, c'est encore plus différent. On viole une petite fillette qui peut avoir 3 mois à une vieille dame qui peut avoir 90 ans. Il n'y a pas de distinction. On brûle du plastique qu'on injecte dans les parties génitales des femmes. On y ingère des bâtons, on y ingère des verres brisés dans les parties génitales de ces femmes. Comme à l'époque coloniale, le but est de marquer le corps des Congolais pour qu'ils aient peur. Et ici, c'est non seulement pour qu'ils aient peur, mais qu'ils quittent aussi leur territoire et laissent le champ libre aux bandes armées pour exploiter tranquillement les ressources. On est toujours dans la crise ukrainienne, mais pendant qu'on recevait des réfugiés ukrainiens en France et dans d'autres pays, j'ai entendu un journaliste sur RMC dire « Oui, mais eux, c'est différent. Ils nous ressemblent, ils ont les mêmes voitures que nous. Il y a une loi de proximité. » Peut-être. Mais si ces histoires que je viens de vous raconter, ces 6 millions de morts ne vous touchent pas, parce qu'ils sont très loin, ils sont noirs, ils sont africains, si ces 4 millions d'exilés ne vous touchent pas, si ces femmes violées ne vous touchent pas, il y a quand même quelque chose qui devrait vous toucher ou nous toucher tous ensemble. C'est cette forêt dont j'ai commencé par vous expliquer la beauté au tout début. Cette forêt, elle permet de capter 10 ans de carbone aujourd'hui. Cette forêt est mise en danger par l'exploitation minière. Chaque année, nous perdons, je crois, il faudra revérifier les chiffres, mais j'en suis presque sûr, je crois que les chiffres sont à la hausse par rapport à ce que je vais dire, c'est 500 000 hectares par an qu'on perd de cette forêt. Si vous n'êtes pas touché par ces histoires,
le carbone n'a pas de frontières et la pollution et tout ce que ça va libérer dans l'environnement n'a pas de frontières. Elle ne connaîtra pas la loi des proximités telle que décrite par ce journaliste sur RMC. Je vais vous décrire maintenant les conditions d'extraction. 20% des minerais qui proviennent du Congo. Voilà. D'abord, 80% du coltan mondial provient de la RDC. 63% du cobalt mondial provient de la RDC. Tous ces minerais qui proviennent de la RDC, il n'y a pas que ceux-là, j'ai cité ceux-là parce que c'est parlant pour du numérique. Mais il y a d'autres, il y a l'or, il y a plein d'autres. 20% des minerais qui proviennent du Congo sont exploités de manière dite artisanale. Là encore, il faut oublier l'image de l'artisan. Chez nous, quand tu parles d'exploitation artisanale, c'est 40 000 gamins qui vont être dans le trou, ou des ouvriers pas protégés, etc., qui vont être dans le flou et subir jusqu'à la mort, parfois, des éboulements de terre ou des étouffements et autres. 80% des minerais qui proviennent de la RDC sont produits de manière dite industrielle. Là aussi, on pourrait croire que c'est industriel, c'est normé, c'est réglé, etc. Sauf qu'industriel, chez nous, suppose corruption des gouvernants, donc pas d'argent public, etc., etc. Ça, c'est les manières dont on extrait les minerais. Moi, je rajoute la guerre. Je vous ai mis une image. C'est le docteur Mukwege qui utilise souvent ça. Le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, l'homme qui répare les femmes, le bouquin qui est sorti sur son travail. Je vous les conseille. Et, en fait, on voit des gens en train d'extraire des minerais avec un homme en armes derrière qui le surveille. J'essaie de dire tout simplement que ces exploitations-là ne sont possibles de cette manière-là parce qu'il y a la guerre chez nous. Donc la guerre fait partie de la manière d'extraire les minerais. 10 minutes. Je speed. Voilà, je vous ai mis un petit exemple pour vous montrer des saccages environnementaux que ça peut faire. On a une tonne de cuivre à côté, l'espace que ça nécessite par exemple. Et cet espace-là, bien sûr, au-dessus, il y avait des animaux, la forêt, etc., qui part en fumée, en plus de produits chimiques qu'on injecte pour purifier. Alors, tout ceci est la conséquence de la demande mondiale. Comme je vous l'ai dit, le défaut des minerais chez nous, c'est qu'ils sont inégalement répartis sur Terre. On en possède beaucoup. Et partout autre où il y en a, par exemple le cobalt, ce sont des pays qui n'ont pas vécu dans une situation de guerre depuis qu'ils existent. Nous, on a commencé notre histoire de ce pays-là depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui, pas en temps de répit, et donc pas en temps de construire un État pour réguler. Et par conséquent, on ne peut pas réguler de manière à s'affirmer. Voilà. Et je vous ai mis une petite scène que je connais malheureusement que trop bien. Ce sont des gens qui sont en train de fuir un territoire vers un autre territoire à cause de la guerre. Et cette image suppose aussi une création possible d'une poche, d'un potentiel nouveau conflit, parce que les gens vont s'installer dans un autre territoire où se trouvent d'autres personnes, et comme en situation de guerre, il y a une raréfaction de ressources. Et là, on va encore puiser sur des ressources, et ça crée parfois d'autres conflits. Le conflit qui engendre le conflit. Voilà. Alors, il a existé des régulations, notamment la loi Dodd-Frank aux États-Unis, auquel l'Union européenne aussi s'est appuyée pour faire sa loi. Mais ces lois sont hypocrites. Ces lois sont hypocrites parce que
On voudrait que les minerais dits du sang n'arrivent pas sur nos territoires. Fort bien. En revanche, les minerais quittent les RDC, vont au Rwanda pour estampiller Made in Rwanda. Le Rwanda n'est plus un pays en guerre. Ils vont en Chine et la Chine nous envoie ici des produits finis. Dans cette histoire, effectivement, vous n'y voyez plus cette histoire des guerres, des sangs dont je vous ai parlé au début. Donc la loi Dodd-Frank est bien faite parce qu'elle ne permet plus de parler de cette histoire. C'est pour ça qu'elle est aussi hypocrite, pour moi. Je vais vous parler aussi de ma crainte actuelle. C'est pas une vraie crainte, c'est-à-dire que, comme tout le monde, j'appelle à ce qui est la transition, à la transition écologique. Simplement, la manière dont je vois telle qu'elle est pensée, je prends l'exemple de la voiture électrique, la voiture individuelle, etc. Dans la voiture électrique, il y a 10 kg de cobalt dans la batterie. 10 kg de cobalt. Et si on suit ce schéma-là, c'est-à-dire cette demande, ça veut dire une pression encore plus grande au Congo. Or, aujourd'hui, la Chine a aussi une demande intérieure qui augmente, parce que tout le monde veut décarboner son économie, pour des raisons évidentes. Par conséquent, ça va augmenter les prix. Par conséquent, on va retourner à la situation de 2001-2002 où tout le monde était au Congo et chacun avait sa bande armée qui exploitait des minerais pour lui. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est très bien, je ne suis pas du tout en train de défendre les monopoles chinois, loin de moi. Ce que je suis en train de vous décrire tout simplement, c'est qu'à l'époque on tuait tout un village, aujourd'hui on tue tout un quartier. Et la manière dont la transition écologique est pensée aujourd'hui me fait peur. Parce que elle constitue une menace d'une troisième guerre mondiale, africaine, congolaise, peu importe. On a une classe politique qui est corrompue et divisée. Et en plus de ça, on a plus de 130 bandes armées au Congo. À l'heure où je vous parle, il y a la guerre au nord Kivu, à l'est encore du Congo. Et en même temps, la demande des minerais ne cesse d'augmenter. Alors, je sais qu'à chaque fois, je raconte une histoire un peu glauque, mais j'essaie de penser à la manière de s'en sortir. D'abord, peut-être qu'on peut imaginer que tout ça ne nous est pas tombé du ciel, que c'est quelque chose qui a été construit, pensé. Par conséquent, nous pouvons défataliser, détricoter la manière dont ces choses sont faites. On pourrait, par exemple, se battre pour une reconnaissance des écocides. J'ai vu que le Parlement européen a fait ça. Mais je ne sais pas si ça s'étale sur ce qui se passe également ailleurs, en dehors de l'espace européen. Il y a la création d'un tribunal international pour le Congo. Je vous ai décrit les victimes jusque dans leur intimité. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne nous dit pas de manière précise qui sont les responsables. Donc ça, c'est une revendication portée par notamment le prix Nobel de la paix 2018, mais par pas mal par la population congolaise en général. Protéger les droits d'asile. Vous savez, dans le contexte dans lequel nous sommes, de la loi Asile et Immigration, si les droits d'asile n'existeraient pas, je ne serais pas ici en train de vous parler de cette histoire. Puisqu'on est dans la tech, considérez-moi comme, je ne sais pas, un lanceur d'alerte. Faire place au récit de la diaspora. Je vais faire lien avec la question d'écologie décoloniale. Dans l'écologie décoloniale, on parle beaucoup de la nécessité de visibiliser, ou plutôt du tort que fait l'invisibilisation des récits des personnes qui vivent la manière d'habiter la Terre, la manière violente dont on habite la Terre aujourd'hui. Changer de loi, j'y crois plus.
qui est le changement des habitudes. Mais enfin, si on peut mixer les deux, si ça peut marcher, moi je prends. L'exigence de la traçabilité de tous les minerais. Ça, c'est un combat qu'on porte avec l'association. Et je vous annonce qu'on est en train de préparer une marche. Peut-être bientôt, là, maintenant qu'il y a les élections européennes, jusqu'à Strasbourg, pour travailler sur cette question, peut-être. Changement de la consommation. Je crois que les lois peuvent mieux nous aider là-dessus, mais voilà. Mais si les individus décident de changer, pourquoi pas? Mais je ne vais pas faire peser la culpabilité aux individus. Et le renforcement du droit à réparer. En fait, allonger la vie de nos produits permettrait, encore là aussi, pour des raisons évidentes, de moins faire peser cette pression-là sur des territoires, enfin sur les peuples congolais et les vivants en général qui se trouvent là-bas. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible pour répondre à des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Nous avons 2 micros à votre disposition. Merci pour votre témoignage. J'ai découvert vos travaux il y a à peu près 1 an et j'étais assez scotché par les informations que vous diffusez. Et en fait, c'est difficile à croire, je trouve, parce qu'on a peu cette info-là, en fait. Même quand on fait des recherches, on ne trouve pas trop les infos. C'est pas du tout médiatisé. Et moi, j'aimerais mieux comprendre. J'ai du mal. C'est très difficile pour moi d'intégrer ce que vous dites, en fait. Et j'ai l'impression que du coup, que nous, tous, qui avons un téléphone dans nos poches, on est liés à ces problématiques-là. On est un peu responsable aussi. Et j'ai du mal à comprendre qui fait tous ces viols, etc. Est-ce que c'est l'État? J'ai du mal à qui fait la guerre à qui. J'ai l'impression que c'est l'État qui fait la guerre à son peuple pour le traumatiser, le terroriser. Ça, c'est du vrai terrorisme, j'ai l'impression. La pression qu'on fait sur les gens pour qu'ils partent de l'endroit où ils vivent. Enfin, moi, je me dis, si ça arrivait en France, on a tous... moi, j'ai une fille, je me dis, ça arrive, c'est abominable, quoi. J'aimerais bien... j'ai l'impression que voilà, on va tous avoir des voitures électriques, on a tous des smartphones, et du coup, on est tous liés à ces crimes, en fait. Est-ce qu'on est tous des criminels, un petit peu, quelque part, de ne rien faire, ou de ne pas entendre, ou de ne pas écouter, ou de ne pas rechercher ça et voilà. J'aimerais bien plus de précision de qui fait quoi, qui pousse à tout ça, et pourquoi il y a aussi peu d'actions, pourquoi on n'en parle pas en Europe de tout ça, quoi. Alors, je vais répondre. Je suis touché par votre question. Je pourrais vous décrire, comme je le disais, on a plus de 130 bandes armées au Congo, qui répondent tous à des intérêts extérieurs du Congo. Je vous ai montré l'histoire du Congo avec différents dirigeants. Ce n'est pas anodin, c'est parce que tous les dirigeants qu'on nous a placés au pouvoir depuis 1885, avec Léopold II, ce sont des gérants d'intérêts des multinationales dans ce territoire. C'est lui qui est allé contre ses intérêts, a été tué à moins d'1 an. On a des représentants qui ne sont pas nos représentants, qui sont en réalité des représentants des intérêts, allez, osons le mot, capitalistes, industriels au Congo. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a une grande partie de l'État congolais là-dedans, parce que dans le rapport qu'on peut lire, il y a eu des soldats réguliers qui ont violé des femmes aussi. Et qui... Alors, il s'est passé des accords, c'est-à-dire que pour créer les conditions de la paix, ils ont été négociés avec des bandes armées qu'on a intégrées dans l'armée, etc. Donc, il y a un mélange incroyable dans l'armée congolaise. C'est un premier point. En revanche, cette demande-là ne provient pas du tout de l'intérieur. Ce n'est pas une demande intérieure congolaise. Elle provient de la demande mondiale des minerais. Les iPhones, je vous assure, au Congo,
Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter un iPhone 1 jusqu'à l'iPhone, je ne sais plus combien aujourd'hui. Donc, ça vient de quelque part. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est aux individus de porter cela. J'ai dit que les lois doivent changer ici. C'est tout ce que je dis. Les lois doivent changer ici pour que nous puissions vivre. Je crois avoir vu une étude que si vous achetiez, je ne sais pas, un iPhone au prix où il devrait coûter, c'est à peu près 10 000 €, si on prenait en compte tout ça. Bon, aujourd'hui, il est déjà à 1000 quelques... Voilà. Enfin, vous voyez, donc quelque part, effectivement, on va rendre le consommateur, malgré lui, responsable de ça avec les multinationales. Voilà. Donc non, vous, individuellement, vous n'êtes pas responsable individuellement, vous n'allez pas tuer. On pourrait même aller plus loin. À La Haye, tribunal international de La Haye, ils ont condamné des chefs rebelles. Pour moi, ce sont des sous-traitants. Ces gens-là, ils tuent des gens au Congo, très bien, mais qui leur donnent les moyens de tuer les gens. Et ces gens-là sont extrêmement riches au pays. Donc tuer les gens, ça rend riche au pays. Et tuer les gens, ça rend riche aussi ici, en fait. Donc, il y a des responsables. Des responsables, ce sont ces multinationales-là qui font ça. Oui, à travers leurs États. Parce que quand ils vont négocier d'État à État, ce n'est pas uniquement des aides de l'AFD ou des aides de USAID, c'est aussi des entreprises qui vont signer des accords. C'est aussi des entreprises chinoises. Aujourd'hui, les comptoirs sont tenus, la plupart, par des entreprises chinoises. La seule entreprise au Congo, on a un top 10 d'entreprises qui gèrent le gros des minerais industriels au Congo. Dans les top 10, la première est le suisse-anglaise Glencore. Et la 9e, la toute petite, est une entreprise nationale congolaise qui s'appelle la GECAMINE, qui ne gère en réalité pas vraiment des mines, qui gère à filer des contrats aux multinationales qui viennent. Donc voilà ce que je peux répondre. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais ça vient principalement des multinationales à travers les États dans lesquels ils proviennent. Bonjour, Laure Alfonsi. Moi, je fais du conseil en transformation digitale et avec une approche responsable le plus possible. Et j'avais une question qui est assez indirecte par rapport à tout ce que vous avez raconté, mais qui, pour moi, vient en conséquence. Est-ce que vous savez d'où viennent les métaux qui constituent un Fairphone? Alors, j'ai été en discussion avec quelqu'un de Fairphone. Ils ont une démarche. Je crois que c'est l'une des entreprises, la rare d'ailleurs, je crois, si ce n'est pas la seule, qui a une démarche, disons, à saluer. En revanche, les minerais au Congo viennent tous des régions en guerre. Mais eux, ils vont avoir une démarche quand même avec les artisans. Enfin voilà, ils vont essayer de mieux rémunérer les gens, de savoir à peu près d'où provient tel minerai, dans quelle mine. C'est déjà une bonne démarche. Ils peuvent aller plus loin, je pense. Contrairement aux autres, par exemple, désolé encore, je cite Apple, mais enfin, c'est la tête des gondoles. Donc. Quand vous avez des gens qui sont en capacité de créer une montre intelligente, de comprendre le complexe fonctionnement de l'être humain, en un seul bout, la montre, mais qui sont incapables de nous dire, d'écrire leur chaîne d'approvisionnement, si ce n'est de nous dire, allez voir Foxconn en Chine, ce n'est pas raisonnable. Voilà. Donc, si on prend Fairphone et qu'on prend Apple, on voit la marge de manœuvre, pardon, excusez-moi, on voit la marge de manœuvre quand même, enfin la marge de progression qui est possible.
Voilà. Une dernière question. Je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire humaine que vous nous avez racontée, qui est terrible, hein, et savoir un peu quelle serait, d'après vous, la proportion entre l'émigration des populations dues à ces guerres-là, justement, des minerais, et dues au manque de moyens des famines pour se nourrir. Alors, aujourd'hui, on sait qu'on est plus de 4 millions de réfugiés congolais. En réalité, les chiffres augmentent chaque jour parce que la guerre continue. Ça, on sait. Il se trouve que la plupart de ces réfugiés viennent de ces régions-là. Ça aussi, ça en fait. Maintenant, si on devrait distinguer qui a véritablement fui le manque de ressources et la guerre, ça serait compliqué. Donc, je n'ai pas forcément des chiffres là-dessus. Mais je peux vous dire, là, au jour où je vous parle, il y a 3 jours, j'étais en discussion avec un membre de l'association, parce qu'on est au Congo et en France, qui est dans une mine là-bas et qui me dit, David, je vais t'envoyer des vidéos parce qu'on a au moins des rivières dans cette ville qui n'existent plus à cause des produits chimiques et à cause de l'extraction des minerais. Donc vous voyez, en fait, ça s'enchaîne. Et puis, l'autre problème de l'extraction des minerais, c'est les produits chimiques que ça va engendrer dans le sol et dans les rivières au Congo, ce qui va non seulement créer des problèmes de famine, mais des maladies aussi. Donc les gens vont aussi quitter leur territoire pour se protéger en réalité de ça. Donc c'est un mélange. J'ai pas des chiffres et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en capacité aujourd'hui de savoir quelle proportion vient de ça. Mais ce qui est certain, c'est un mélange des deux, quoi. Voilà. Merci beaucoup, David, pour cette première conférence de la journée. Merci à vous. Merci.